Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par le pôle emballage bois avec l'usine nouvelle. Un webinaire durant lequel nous partagerons les enjeux et les spécificités du bois. Nous verrons pourquoi il est véritablement l'emballage du futur. Enfin, nous aborderons les perspectives. À mes côtés pour en parler, François Duvivier, coprésident du Ciel, Jean-Philippe Gossorgue, président de la commission Palette FNB, Christophe Guiberto, vice-président, membre du conseil de direction et du bureau du CELA. Bonjour messieurs, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Claire. Nous sommes ensemble pour 45 minutes pour parler de l'emballage du futur. Et j'ai une première question. La première partie de ce webinaire, on va parler des enjeux, mais je voudrais que vous nous présentiez chacun finalement vos spécificités. Et François Duvivier, je le disais à l'instant, vous êtes coprésident du Ciel. Pourquoi est-ce que vous avez créé le consortium du pôle emballage bois en 2020, qui regroupe 3 organisations professionnelles. Et quel est l'objectif de cette démarche ? Premièrement, on a eu besoin d'organiser notre filière. Et sous l'égide de France Bois Forêt, donc l'interprofession de tous les acteurs de la filière forêt-bois, nous avons décidé de créer le pôle emballage, qui réunit 3 organisations professionnelles. On va commencer avec le CELA, qui s'occupe de tout ce qui est caisserie industrielle. Ensuite, la commission palette de la FNB, la Fédération nationale du bois, qui fait essentiellement de la palette. Et enfin, la partie que je représente, le syndicat des industriels de l'emballage léger en bois, qui regroupe donc 45 entreprises en France. Et nous fabriquons des bourriches, des cajots, des barquettes, et tous ces éléments en bois qui ont vocation à transporter les aliments du quotidien. Tous ensemble, on représente près de 900 entreprises en France, pour un chiffre d'affaires cumulé d'1,5 milliard d'euros. Les emplois sont tellement dingues que j'ai oublié, mais direct, indirect. 12 000 salariés. Voilà, 12 000 salariés en emploi direct en France. Donc nous sommes en fait tous ensemble, voilà, on représente quand même une part importante de l'économie française au service de l'industrie, mais aussi de tous les citoyens et consommateurs. On en reviendra tout à l'heure, vous aurez l'occasion de nous faire découvrir un petit peu les coulisses de vos emballages, mais merci beaucoup pour cette présentation. Christophe Guiberto, bonjour. Alors vous êtes vice-président du CELA. Pouvez-vous nous présenter donc le CELA, mais aussi nous dire les différents usages de l'emballage industriel et de la caisserie ? Alors oui, pour élargir un petit peu le sujet, on n'est pas que des simples caissiers, mais je sais, c'est le tacle un petit peu à François, puisque l'emballage industriel est bien effectivement de préserver des biens industriels en vue d'une exportation. Mais pour vous en dire un petit peu plus sur le CELA, effectivement, c'est une organisation professionnelle qui a été créée en 1951. Et j'ai envie de dire, au début des 30 Glorieuses, la reconstruction effectivement de notre pays et le développement de nos exportations et de nos échanges effectivement avec d'autres pays a poussé cette profession à se regrouper sous une organisation professionnelle qui regroupe aujourd'hui effectivement 134 sociétés, un peu plus de 171 sites de production en France. Mais au-delà de ça, c'était une volonté effectivement de mettre en commun un savoir-faire technique, de se créer un référentiel pour garantir une certaine prestation à nos clients de qualité, et ce qui était l'objectif avant tout effectivement de cette organisation professionnelle. Aujourd'hui, c'est un bureau qui est élu pour 3 ans par ses membres fondateurs et les membres agréés, qui aujourd'hui a un label de qualité, qui est le SEI. Et donc ce label dispense aux membres qui le sollicitent au travers d'un contrôle annuel d'un bureau technique de contrôle, une certification attestant d'un travail de qualité. Voilà. Donc effectivement, c'est un métier qui regroupe aussi bien ce qu'on appelle les emballeurs, donc ils vont réaliser une prestation complète de préservation du bien, des fabricants de caisses, effectivement, et aussi des membres correspondants que l'on appelle, qui vont effectivement proposer des services et des produits effectivement qui vont venir autour de cet emballage. Merci pour cette présentation. On reviendra également en plus en détail sur ce que vous transportez, ce que vous emballez. J'encourage vivement les internautes à poser des questions dès maintenant à nos intervenants. Je me tourne vers vous. Bonjour Jean-Philippe Gossorgue, vous êtes président de la commission Palette FNB. Alors j'aimerais savoir quels sont les clients, les différentes utilisations de la palette qu'on connaît plus ou moins bien finalement. Et vous dites, vous, que l'usage de la palette, c'est le thermomètre de l'économie d'un pays. Pourquoi ? Tout d'abord, il faut savoir que
avec mes confrères, l'emballage en bois, en fait, il est partout, mais il est quasiment invisible. On ne le voit jamais, on ne fait jamais attention à la caisse, à la cagette ou à la palette. Pourtant, c'est un outil indispensable. Aujourd'hui, par exemple, tout ou quasiment tout est transporté à l'aide de ces emballages en bois. Le café qu'on a bu juste avant de commencer l'émission, les vêtements que nous portons, les matériaux qui ont servi à construire le studio magnifique qui nous accueille. Donc voilà, tout est quasiment transporté par ce pied de l'emballage en bois. Et c'est effectivement ça qui fait par conséquent que c'est pour nous et pour beaucoup de gouvernements le thermomètre du niveau d'activité économique d'un pays, puisque en fait tout circule sur la palette, donc qu'on parle de l'agroalimentaire, du pharmaceutique, de l'industrie chimique, de l'habillement, des matériaux de construction, même le luxe. Donc effectivement, ça nous permet de prendre conscience des secteurs qui fonctionnent, puisqu'il y a un besoin d'emballage, des secteurs qui ralentissent, puisque la fourniture d'emballage qui est corrélée à cela ralentit également. Et effectivement, on le sait en amont, donc puisqu'il y a besoin de l'emballage au moment de la fabrication. Donc on est les premiers à savoir un secteur qui ralentit, un secteur qui redémarre, un secteur qui performe. Voilà ce qui fait de cet emballage bois le thermomètre de l'économie d'un pays. Merci. Alors, je vous propose à présent de parler du bois. On va parler de ses spécificités, on va parler d'économie circulaire, mais aussi de la préservation des forêts. Mais avant cela, j'aimerais comprendre quelle est la complémentarité de vos différents métiers. Alors si je peux me permettre, pour essayer de schématiser, on donne souvent un exemple qui est assez parlant. L'emballage industriel va être plutôt destiné à emballer la machinerie, la machine qui va permettre effectivement de conditionner, de produire, de remplir quelquefois des contenants, de thermoformer des produits. Cette machine va être emballée dans des caisses bois souvent fabriquées sur mesure, parce que toute machine est spécifique, et c'est un atout effectivement aussi de la France aujourd'hui, et il faut le souligner. Alors qu'effectivement, mes confrères représentent des métiers où ils vont plutôt recevoir les produits qui vont être fabriqués par cette machine. Et si je donne un exemple, effectivement, dans l'alimentaire, nous allons emballer la machine qui va remplir le yaourt, qui va donner l'operculage, effectivement, qui va permettre au robot, à un moment donné, d'être acheminé et de mettre dans des différentes cagettes, des solutions, je dirais, de transport et de présentation qui vont au client final. Et pour être transporté à un moment donné sur un lieu de vente, on va avoir besoin d'une palette en complément pour acheminer ces produits au plus près possible de sa consommation. D'accord. Alors, je tiens à préciser que c'était une question d'un internaute, donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Jean-Philippe, on parle beaucoup d'économie circulaire. La palette, elle répond à 7 piliers. Quels sont-ils ? Alors, les 7 piliers de l'économie circulaire dans laquelle s'inscrit la palette et l'emballage bois, il y a le tout premier, c'est l'approvisionnement durable, puisque ce qui est commun à nos familles d'emballage, c'est la matière première qui est le bois. Donc, le bois, c'est une matière première qui est biosourcée et renouvelable, ce qui remplit pleinement le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'éco-conception, puisqu'aujourd'hui, nous sommes équipés de logiciels qui nous permettent une fabrication d'un produit palette, emballage bois, qui répond en tout point au cahier des charges, aux attentes de notre client, tout en prenant les contraintes, mais en ne dépensant pas trop de matière. Donc on fait vraiment un produit qui est éco-conçu. Ça nous permet de préserver la matière et la ressource. Le troisième pilier, c'est l'écologie industrielle territoriale. C'est-à-dire que nos entreprises, vous avez entendu le chiffre tout à l'heure de François, ces entreprises, elles sont réparties sur un maillage national, donc qui est dense, et qui permet effectivement à ces sites de fabrication d'être situés en général près d'un massif forestier, puisque notre matière première reste le bois, mais aussi d'être situés à proximité des consommateurs de nos emballages, donc, puisque à peu près 88% des produits sont livrés à moins de 300 km du site où ils ont été fabriqués. Donc, vous voyez, on reste vraiment sur cette notion de territorialité. Puis enfin, la main-d'œuvre qu'on va utiliser sur nos sites sont une main-d'œuvre locale. Donc ça nous permet également de créer des emplois localement. Le quatrième pilier, c'est l'économie de la fonctionnalité. Aujourd'hui, on favorise
l'usage à la possession. Donc aujourd'hui, on a développé toute une gamme de services autour de ça pour mieux faciliter l'usage, le remploi, la relocalisation de nos différents emballages. Le cinquième, c'est la consommation responsable, puisque effectivement, on est aujourd'hui avec des acteurs dans nos trois pôles qui sont réellement inscrits dans une dynamique d'écologie, donc c'est-à-dire une fabrication raisonnée, responsable, une traçabilité des produits. Il faut savoir que nos emballages en bois sont les moins consommateurs d'eau, notamment pour leur conception, leur fabrication, leur réparation et d'énergie. Ils consomment peu d'énergie par rapport aux d'autres familles d'emballages qui en font effectivement une consommation responsable. En fait, le sixième est l'allongement de la durée de vie. Aujourd'hui, effectivement, on travaille sur des produits qui sont réutilisables, ça, c'est une question importante, la question de la durée de vie. C'est ça. Donc, on a vraiment des produits qui sont éco-conçus, comme je le disais en pilier 2, et qui sont dans une dynamique de durer longtemps. Et d'ailleurs, l'exemple de la palette, c'est qu'une famille de palettes Europe, qui est la famille la plus utilisée au niveau mondial, puisqu'il y a plus de 600 millions de palettes en circulation au moment où on est en train de se parler de cette référence-là, la palette Europe, et bien cette palette-là, il faut savoir qu'elle a une durée de vie de quasiment 7 ans. Donc on voit qu'on est vraiment sur du long terme. Et puis le dernier point, c'est la gestion du déchet. Eh bien, on a quand même un avantage formidable sur beaucoup de monde, c'est que nos emballages en bois, ça ne sera jamais un déchet. En fait, en fin de vie, ils seront soit recyclés à nouveau en matière première pour fabriquer du plot en aglo, de la palette moulée, pour fabriquer du panneau, pour différents usages que peuvent être l'ameublement ou autre, mais également du mulch que vous allez retrouver pour amortir dans les aires de jeux d'enfants, sur On a une question justement, je me permets, parce que je vois qu'on a une question d'un internaute sur les déchets générés. Que faites-vous des déchets générés, des copeaux, de la sciure? Avez-vous une filière recyclage pour faire de la paille de bois pour l'éco-construction? Alors, tout ça, ce sont des nouvelles opportunités qui s'offrent à nous en gestion de déchets, qui viennent se rajouter à une gamme qui était déjà complète. Donc, je vous l'ai dit, les plots, les palettes moulées, mais on a aussi la fin de vie en énergie, parce que on peut effectivement partir sur du pellet, sur de la biomasse pour ça, et des nouveaux usages, effectivement. On voit aujourd'hui même des palettes qui partent en déco, en mobilier de jardin, ou alors même en maison, effectivement, avec des sociétés qui aujourd'hui construisent des maisons à base de palettes, effectivement, où l'isolation peut être utilisée avec des déchets de bois sur des alternatives comme ça. Des filières se sont créées, effectivement, au travers des développements des différentes organisations professionnelles, mais aussi par, je dirais, le souffle qui était mis en avant par la FNB ou par France Bois Forêt. Et je vois dans nos métiers, effectivement, on a de plus en plus travaillé sur cette recyclabilité, sur cette reprise de ces emballages et déchets bois pour les retravailler. Jean-Philippe disait à juste titre, le bois énergie est aujourd'hui effectivement une valeur importante dans le recyclage de nos déchets, parce que par exemple en région centre, vous avez des récupérateurs justement de ces produits qui les transforment et qui vont permettre par exemple d'alimenter les chaudières de l'hôpital d'Orléans pour chauffer effectivement, ce qui reste important, que ce soit pour l'eau, le chauffage ou d'autres aliments. Donc c'est effectivement une matière qui a toujours une vie, effectivement, qui a un cycle de vie, qui génère très peu, effectivement, de nocivité, même quand il est chauffé et brûlé, effectivement, quand il est bien filtré. Et puis derrière, effectivement, il va y avoir toute la filière de récupération pour transformer. On disait les sciures de bois, mais on en fait du panneau, on peut en faire du médium, on peut faire tout un tas de choses, ou des briques de chauffage aussi, un petit peu. Et donc, il a une durée de vie, effectivement, qui est très importante. Il y a un cycle de vie, en tout cas, qui est complètement complet, on va dire. Merci. Alors, on a une autre question. Quel est le gisement de bois nécessaire à la fabrication de palettes neuves par an pour couvrir les besoins en palettes en France? C'est une très bonne question. Alors, le chiffre précis, je ne l'ai pas, parce que tout d'abord, comme je viens de vous l'expliquer, en fait, on travaille sur de l'éco-conception. Donc, la gamme de palettes d'une année sur l'autre évolue, et du coup, la volumétrie de bois évolue. On a des stats sur des données d'années précédentes que vous pourrez retrouver sur le site du CIPAL ou sur le site de France Bois Forêt, donc site FNB et France Bois Forêt. Mais l'idée est effectivement de travailler sur un éco-produit, donc de limiter, pour ne pas dépenser
de matière de façon inappropriée. Mais aussi, on travaille sur ces sujets de matières premières, on en parlera peut-être plus loin, avec justement l'idée de valoriser des essences de bois françaises qui aujourd'hui n'ont été un peu délaissées ou qui sont plus ou pas exploitées voilà, pour la fabrication de palettes, mais d'emballage bois de façon plus générale. Très intéressant. Alors, j'ai une question pour vous, François, coprésident, je le rappelle, du Ciel. J'ai une question qui est, de quoi l'emballage léger est-il composé? Quels sont les avantages du bois? Et ça rejoint une question que vous venez de poser. Quels sont les bois les plus utilisés et pour quelle qualité? Pour l'emballage léger, un peu notre bois de cœur, c'est le peuplier. D'accord. Donc, qui va pousser dans les plaines alluviales, donc souvent le long des fleuves, parce que c'est un arbre qui aime les terrains assez humides. La nature étant bien faite, c'est aussi là en général où on a nos clients, les maraîchers, parce que c'est aussi là où ils travaillent. Donc les 300 km de la palette, nous on est plutôt moi en vente, on est plutôt à 80 km à peu près en moyenne, donc on est encore plus, on n'est même plus au niveau régional, on est au niveau départemental quasiment. Donc le peuplier reste un peu notre bois favori. Nous utilisons de façon plus marginale en ce moment le pin, le hêtre. Néanmoins, et on en reparlera sûrement tout à l'heure, vu les besoins que nous avons en général et vu la forêt que nous avons à disposition, on travaille beaucoup en fait aujourd'hui pour valoriser d'autres essences. Donc nous commençons à faire des essais aujourd'hui en bouleau, aussi demain en frêne, en verne, enfin tout type d'essence aujourd'hui qui pousse à l'état naturel en France, que nous pourrions mieux exploiter. Parce qu'aujourd'hui, en fait, soit un arbre, quand il va être récolté, il va pouvoir avoir différents usages. Vous pouvez faire de la charpente, vous pouvez faire finalement de la caisserie, vous pouvez faire de la palette. Vous pouvez faire du déroulage pour l'emballage léger, et à la fin, il y a le bois de chauffage, toute la valorisation énergétique. Donc le bois qui aujourd'hui va à destination du chauffage pourrait peut-être mieux valoriser, faire des produits à plus longue durée de vie, et ensuite après, ce qui permettrait aussi une gestion aussi durable et aussi à l'échelon national de toute la ressource qu'on a, notamment en feuillus. Très bien. Alors, on a une autre question. Est-ce que les emballages en bois répondent à des normes? Si oui, lesquels? Quels avantages pour les utilisateurs et quelles garanties? Qui veut répondre? Alors, je vais répondre, moi, pour l'aspect du CELA. On n'appelle pas ça une norme, puisque c'est une spécification technique, et en gros, qui est le recueil de l'ensemble du savoir-faire de la profession de l'emballage industriel en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'on a des membres agréés, effectivement, dans l'Europe. On va agréer, effectivement, pour répondre à nos spécifications. Et dans ces spécifications, par contre, on va retrouver, effectivement, des normes, quelquefois, alors, soit de classification des bois, des panneaux à utiliser, des produits constituant les protections des matériels à préserver, mais on n'appelle pas ça une norme. C'est vraiment une spécification technique, une charte technique qui impose un savoir-faire et des limites de garantie à nos prestations et de résistance pour préserver l'ensemble des matériels. D'accord. Alors, en complément de Christophe, il y a, dans l'emballage, on retrouve quelques normes néanmoins, avec notamment, par exemple, la palette EPAL dont je vous parlais tout à l'heure, vulgairement appelée palette Europe. Oui. C'est une norme, il y a un cahier des charges, donc c'est une palette normative, tout comme la palette pour la chimie ou la palette pour le verre, qui sont uniformes et quel que soit le pays où elles sont fabriquées, on les retrouve. Et on a une norme aussi pour les emballages, qui est la norme phytosanitaire NIMP 15 pour les exportations, où effectivement on évite, c'est une norme édictée par la FAO, qui permet d'éviter la propagation de nuisibles. Donc voilà les normes qu'on retrouve essentiellement dans nos trois familles d'emballages. Très bien. Et pour notre part, oui. On s'est rajouté alors c'est à nouveau pas exactement une norme, mais toutes nos entreprises adhérentes sont soumises justement à des guides de fabrication. Parce que comme nous sommes destinés au contact alimentaire, sur toutes les normes d'hygiène, d'entretien des machines, évidemment, pour qu'on puisse assurer un produit qui soit sain, évidemment, pour les aliments qu'ils transportent. Très bien, merci pour ces précisions. J'ai un complément de question à vous poser du côté du CELA. Quel type de bois est-ce que vous utilisez par rapport aux spécificités du marché ? Alors, un emballage industriel est avant tout constitué donc, de bois résineux, qui est à 95% issu de nos forêts françaises, effectivement, et constitué aussi de ce qu'on va appeler de panneaux dérivés, donc qui peuvent être des panneaux contreplaqués de bois déroulé, donc essentiellement aussi des bois résineux, des panneaux dérivés aussi qu'on appelle de l'OSB, donc plutôt de la plaquette et de la fibre, et quelques panneaux d'agglomérés. Quelquefois, pour certaines applications, l'avantage de ce bois, effectivement, est qu'il est facilement transformable avec, effectivement, peu de moyens de production malgré tout. Je rappelle que notre métier est plutôt un métier de travail sur mesure.
et que l'emballage de biens industriels, qu'on soit sur l'emballage de biens aéronautiques, puisque c'est un des fers de lance de la France aujourd'hui, d'équipements pour Ariane 6, comme ça a été fait récemment, de lignes agroalimentaires et autres, on est vraiment sur de la fabrication à façon, en fonction d'une particularité de matériel, son poids, ses dimensions. Alors justement, en termes de poids, les particularités, c'est que vous pouvez aller vraiment d'un tout petit poids jusqu'à des dimensions hors normes. C'est la particularité du métier. On préconise de l'emballage industriel, pas simplement parce que c'est gros et c'est lourd, soit ça peut être très fragile, et on a l'habitude de dire on emballe des choses de 400 grammes, mais parce qu'elles ont une spécificité de fragilité très importante et qu'il faut extrêmement bien protéger. Mais ça peut être de l'œuvre d'art, donc avec une très forte valeur, mais comme ça peut être des systèmes électroniques très fragiles. Et puis des machines, on dit jusqu'à 400 tonnes, parce qu'aujourd'hui, dans les plus gros emballages qui ont été faits sur des rotors pour des centrales thermiques ou des choses comme ça, c'est à peu près dans les volumes que l'on peut emballer. Oui. Alors quelquefois sur du bois, essentiellement à 100% bois et panneaux, mais aussi quelquefois où il faut mixer avec quelques structures métalliques et autres pour donner du renforcement à ces produits, effectivement. Très bien. On a une question pour vous, François. Quelle est la pression de la demande en emballage léger pour les fruits et légumes du fait de la fin du plastique, mais aussi pour d'autres usages alimentaires? Il y a une question autour du prix. La pression est forte de la part de nos clients, évidemment pour enlever le plastique à usage unique. Donc ce qu'on va appeler un peu dans le jargon du métier, tout ce qui va être l'emballage de l'unité de vente. C'est-à-dire la chose, quand vous allez au supermarché, vous repartez avec. Donc c'est un emballage ménager qui permet en fait de conditionner un produit sans qu'il soit remanipulé derrière dans le supermarché. Il y a une pression forte, et à cette pression forte, nous avons quand même plusieurs freins. De notre côté à nous, le premier frein que nous avons, c'est la réglementation. Qui impose aujourd'hui en termes justement de recyclage. Donc nous avons engagé des grandes concertations avec le ministère de l'écologie il y a maintenant plus d'1 an, et qui nous a demandé de travailler avec Citeo, l'organisme de recyclage. Et nous avons travaillé main dans la main avec Citeo pendant 1 an et demi. Nous sommes en train de trouver les solutions qui vont permettre aujourd'hui de justement que le bois puisse retrouver sa place dans la poubelle jaune, et que les filières de tri et de valorisation puissent être mises en place derrière. Enfin, ensuite, on a la difficulté technique qui est qu'effectivement, on va devoir changer nos formats d'emballage. Aujourd'hui, nous avons des filières sur lesquelles nous vendons des choses relativement pas très chères en grande quantité, et nous ne disposons pas d'une réactivité absolument dingue pour trouver en si peu de temps des solutions. Mais aujourd'hui, nous travaillons sur des barquettes à couvercle, par exemple, parce qu'aujourd'hui, un besoin de l'agroalimentaire, c'est de dire si vous faites une barquette en bois qui va être suremballée en plastique, il reste du plastique. Il reste du plastique. Si jamais vous laissez la barquette en bois comme ça, malheureusement, il y a des gens qui touchent les produits dedans. Donc, c'est-à-dire que derrière, ça devient dangereux, et ensuite. Donc, il faut trouver un couvercle qui soit en bois, qui puisse être industrialisable pour le conditionneur, et qui permette à la fin aussi de protéger son produit en le laissant voir pour quand même qu'on puisse le vendre. Qu'on puisse le vendre. Il y a une question qui est complémentaire, ce que vous venez de dire, c'est est-ce qu'il y a des spécificités, des techniques, des enjeux par rapport à l'aspect sanitaire pour les agriculteurs notamment, et selon les productions, les pommes de terre, les fruits ou même le bio? Oui, il y a évidemment des spécificités. Bon, d'abord, il y a les spécificités qui sont vraiment purement techniques, qui vont être le problème qu'on partage tous. C'est-à-dire qu'à la fin, nous, quand même, le but du jeu, c'est de pouvoir protéger le produit quand on va le transporter et qu'il arrive en bon état de vente. Donc évidemment, en fonction des produits, chaque emballage va être adapté à ça. En revanche, tous nos produits sont en bois déroulé brut, plus souvent, sans traitement chimique. Donc ils sont parfaitement naturels, sains, et ils correspondent aussi bien à... Moi, j'ai 25% de mes clients en agriculture biologique qui utilisent exactement le même produit qu'en maraîchage traditionnel, parce qu'en fait, nos produits sont compatibles avec l'ensemble de toutes ces gammes-là. D'accord. Une autre question pour vous, Jean-Philippe. Comment se positionnent les emballages en bois par rapport aux matériaux concurrents, le plastique, le carton? Et est-ce que les parts de marché sont stables? Une question d'un internaute. C'est une très bonne question. On aimerait bien évidemment, faire progresser tous les ans la part de l'emballage bois sur ce marché-là. Alors, je dirais que c'est plutôt stable sous couvert de François, puisque finalement, nous, dans la palette, on a à peu près 90% de la part de marché de ce secteur-là est représentée par le bois, le reste étant plastique et carton. Je pense que sur le CELA, la caisserie industrielle, c'est quasiment
les mêmes. Projet 90% en bois, effectivement. Voilà. Et c'est peut-être plus François qui a exposé justement, comme il expliquait en préambule, sur le produit plastique et carton, qui est plus souvent. Et là, par contre, j'avoue que je ne sais pas la part que ça représente pour le marché de François. Peut-être l'a-t-il en tête. Mais... Sur de l'emballage, enfin sur la cagette, on va dire, de façon un peu vulgaire, on doit être à 40% en bois. Aujourd'hui sur le marché, avec le plastique qui a effectivement beaucoup grossi ces dernières années. Alors ça, je parle d'emballage logistique, c'est pas de l'emballage de vente. Sur l'emballage de vente, effectivement, le plastique, qui a des vrais intérêts aussi, hein, je veux dire, le logistique, derrière, on ne va pas non plus complètement cacher les intérêts, ce que font, notamment donner la transparence sur des choses aussi bêtes, donc ils permettent... Juste avant. Exactement, c'est ça, donc ils ont quand même des avantages qui sont forts. Du coup, aujourd'hui, c'est beaucoup le carton qui est en remplacement. Le carton alimentaire, effectivement, il faut que derrière, pour le transformer, il faut aussi beaucoup d'énergie. Ça pose aussi, c'est aussi du bois transformé. Donc, je vais dire que ce sont nos cousins germains. Donc, on les voit quand même, on s'entend bien avec eux en général. Et de toute façon, pour que le carton soit alimentaire, il est fait 100% en bois, en fibre de bois vierge. Donc c'est vraiment, en fait, ils essayent un peu de nous copier, quoi. Essayé d'avoir un peu de nos qualités pour faire un produit de qualité. Très bien. Mais c'est là qu'est toute la dynamique de notre pôle emballage bois, justement. C'est effectivement faire progresser avancer, marché, tous ensemble. Effectivement, en montrant que c'est l'avenir. Hein, nous sommes les emballages d'avenir. Sachant que sur les parts de marché, on a vu qu'on utilise beaucoup de bois français. On ne crée pas des arbres facilement. Nous sommes tous des industriels, on est tous implantés dans une zone. Comme on se fournit autour de nous, il est évident qu'on a une gestion responsable de notre ressource. Parce préservation que sinon, de la forêt. Si je coupe tout, je ne peux pas m'en aller dans 5 ans en me disant ça y est, j'ai tout rasé et maintenant je vais me déménager. Je veux dire, on est tous dans un bassin et on est assez français, assez attachés à nos racines, donc on n'en bougera pas. Donc on a forcément toujours intérêt à replanter. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture et de France Bois Forêt, aujourd'hui, il n'y a que 50% du bois produit par la forêt française qui est utilisé. Alors on peut se dire, c'est bien, ça nous laisse de la marge encore pour travailler, tout en respectant les écosystèmes, les grands équilibres forestiers. Mais d'un autre côté, on ne peut pas être une start-up avec des taux de croissance délirants, parce qu'on est dans un monde réel, physique. Bien sûr. Et nous grandirons au rythme auquel grandiront les arbres, et dans le respect des générations futures aussi. Alors, rapidement sur la question, comment se passent les relations avec les forestiers, puis après on partira sur le troisième volet de notre webinaire. Qui veut répondre à la question sur les relations avec les forestiers assez rapidement? Je pense que la relation avec les forestiers, en fait, on est une filière, nous sommes une filière. Sans forestiers, nous ne sommes pas autour de la table. Notre matière première, c'est le bois. Il faut l'exploiter, il faut la travailler, il faut la sortir, faut la faire pousser, il faut la couper en forêt, il faut la récolter en forêt, il faut la ramener en scierie, il faut la travailler, il faut nous fournir notre matière première au pôle emballage bois. Donc, voilà, nous sommes des maillons d'une chaîne et chaque maillon est attaché, soudé au maillon précédent. Voilà. Je rajouterais juste que c'est vrai que nous, on a un intermédiaire entre les deux qui est effectivement la seconde transformation, qui va être la scierie. Donc, on a un peu moins de relations directes avec effectivement l'exploitant forestier et autres, mais on est sous la même interprofession qui est France Bois Forêt à un moment donné. Donc, il y a des relations, il y a des prises de conscience communes effectivement de cette gestion durable de nos forêts et que, comme le disait effectivement François tout à l'heure, qui est notre avenir. Si demain on l'épuise complètement, effectivement, on ne produira plus les emballages et on ne préservera plus nos emplois et donc on a tout intérêt à travailler dans ce sens-là. D'accord. J'ai à nouveau une question pour vous. Quels outils innovants est-ce que vous avez mis en place pour justement optimiser l'empreinte carbone? On en parlait tout à l'heure. Alors, au terme du syndicat de l'emballage industriel, il a été créé en 2015, effectivement, un calculateur d'empreinte carbone pour la production de nos emballages industriels, qui a été développé en co-collaboration avec l'Institut du Bois, qui est le FCBA à Bordeaux. Effectivement, donc il permet effectivement de calculer l'empreinte carbone d'un emballage aussi bien par ce qu'on va appeler l'empreinte biogénique, qui va être ses capacités à absorber le carbone effectivement de façon naturelle quand il est sur pied et surtout à le garder même quand il est transformé, c'est ce qui est important de savoir. Et puis derrière, l'énergie qu'il faut pour pouvoir le transformer et le transporter. Et comme on le disait tout à l'heure, l'avantage de nos sociétés, on est plutôt des sociétés locales, où on s'approvisionne effectivement en local. Et effectivement, donc on a une empreinte carbone sur les emballages bois en tant que tel qui est très faible. Et c'est ce qu'il faut reconnaître.
Donc ça, c'est un outil qui a été développé pour donner aussi conscience à nos clients et les aider à faire prendre conscience que c'est un bon emballage. On parle du carton, effectivement, qui demande énormément d'énergie, effectivement, pour produire, à base de bois à l'origine, mais énormément d'énergie pour le produire, ce qu'on n'a pas comme problématique avec le bois. Derrière, on travaille beaucoup sur les optimisations, effectivement, de nos matières et de nos ressources. On a l'avantage dans le bois d'avoir des normalisations, effectivement, sur des résistances en termes de bois qui nous permettent aujourd'hui de continuer à travailler, à optimiser cette ressource quand on l'utilise, à réduire des sections, à les optimiser, à optimiser des volumes, à pousser aussi des clients à essayer de travailler différemment. Aujourd'hui, on avait beaucoup tendance dans l'industrie française à emballer des produits de façon unitaire pour les expédier. Donc, c'est de les pousser à faire du regroupement, effectivement, qui nécessite beaucoup moins de matière. Et puis derrière, c'est travailler, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure sur cette gestion de déchets qui est importante. C'est comment recycler les quelques déchets qu'on pourrait encore avoir et que l'on produit. Et puis tout ce qui va tourner autour de la traçabilité et digitalisation de nos métiers, malgré tout. Parce que les gens nous voient quelquefois comme plutôt des artisans semi-industriels ou industriels. Mais on doit être plus que ça aussi demain. Et la digitalisation de nos métiers, la traçabilité de nos emballages doit nous permettre effectivement de faire voir qu'on est autre chose que ça. Très bien. Jean-Philippe, pourquoi est-ce que la palette est un emballage du futur ? La palette et l'emballage en bois, de façon générale, est un emballage du futur parce que tout simplement, on existe avec le monde industriel et les flux commerciaux qui sont présents, on cohabite avec eux, en fait on est lié à eux, et puis on voit ces évolutions de marché, ces évolutions, ces mondialisations qui font que nous les suivons, nous grandissons avec. Nous nous adaptons aussi, on voit que les process logistiques changent, on a une supply chain qui est de plus en plus automatisée, digitalisée et autres, et nos produits aujourd'hui s'adaptent, alors avec de la recherche, avec de recherche et développement, avec de nouvelles technologies, avec de la digitalisation. Et effectivement, donc on est inscrit pleinement dans cette démarche-là. Et puis, Christophe vient d'expliquer aussi les avantages de cette ressource et de nos emballages, de fait. Et ça fait de nous, on sait qu'on a une dynamique de relance sur une économie verte, sur une économie de décarbonation. Clairement, nous sommes une voie pour cette économie du futur. Et l'emballage en bois est vraiment une économie, est un emballage résilient et qui en fait... nous pensons, enfin nous en sommes convaincus, puisque nous sommes là aujourd'hui pour en parler, un emballage du futur. Un emballage du futur. François de Vivier, quelles innovations ou emballages innovants est-ce que vous avez proposé Nous travaillons donc aujourd'hui tous collectivement pour trouver des solutions sur la partie emballage de vente que j'évoquais avant, justement pour accompagner cette meilleure transition en sortant du plastique à usage unique. Maintenant que les freins réglementaires sont levés, enfin, après beaucoup de travail, on est vraiment en phase de prototypage et d'industrialisation, justement pour que vous puissiez retrouver du bois dans vos rayons de supermarché. On travaille aussi beaucoup sur un peu la nomadisation du mode de vie, où comparé à une économie peut-être d'il y a 60 ans, où on prenait les repas en famille à la maison, on voit que maintenant le développement de toutes les ventes à emporter, et ensuite, donc, c'est-à-dire d'autres produits comme le polystyrène, par exemple, vous savez, qui sont amenés à disparaître, mais aussi, simplement, on a du travail sur les touillettes à café, pour essayer de remplacer, partout où c'est possible, tous ces emballages de la vente à emporter, qui créent, au final, quand même, des montants de déchets assez importants. Enfin, il y a le dernier axe aussi, où on travaille aussi sur des aspects qu'on appelle organoleptiques dans notre jargon, c'est-à-dire la capacité que va avoir un emballage à donner du goût, c'est-à-dire à améliorer le goût du produit qu'il contient. Je vous prends un exemple simple que tout le monde comprendra. Le vin de Bordeaux est vieilli en fût de chêne. D'accord. Le chêne est parti, enfin le tanin qui est dans le chêne, donne un goût, une part importante aussi de la signature du vin de Bordeaux. Je parle de Bordeaux. Bourgogne, je connais moins, je ne vais pas dire de bêtises. Vous avez par exemple le saumon fumé, il va être indiqué, c'est fumé au bois de hêtre. C'est pas fumé au bois de peuplier, c'est pas fumé au bois de chêne. Donc d'arriver aussi à mieux comprendre comment dans l'avenir, nos emballages vont aider à valoriser, mais aussi d'un point de vue gustatif, parce qu'on n'a pas déjà parlé rapidement de la protection, parce que notamment grâce à sa gestion de l'humidité et à la gestion de tout ce qui est microbiologie, en fait, on retarde l'apparition de pourriture. Donc en général, quand vous mettez un produit dans un emballage bois, il va se conserver plus longtemps, et il va rester frais plus longtemps, et ainsi de suite. Et maintenant, la phase d'après serait de dire, si en plus, on arrive à aider des gens à se démarquer aussi en termes de goût,
et ainsi de suite, dans un marché qui est extrêmement concurrentiel. Voilà, ce sont des choses sur Plutôt lesquelles nous intéressant. travaillons. Voilà. Alors justement, on a une question d'un internaute sur comment gère-t-on l'eau dans le bois qui est humide à l'origine. Le séchage artificiel est-il bien développé dans la filière emballage bois? Clairement, oui, nous sommes tous équipés aujourd'hui de séchoirs. Donc c'est un grand four comme vous avez à la maison, mais qui a un volume qui fait que dans lequel vous mettez nos caisses, nos palettes, nos emballages légers, voilà, pour effectivement sécher les palettes à un taux d'hygrométrie qui est mesuré et qui est défini par rapport à l'usage qui va être fait derrière de notre emballage en bois. Merci. Oui, vous Oui, voulez j'allais juste ajouter une rajouter la précision? spécificité un petit peu de l'emballage industriel, où nous on ne sèche pas forcément les bois, alors, à part au travers du traitement IMP15 qu'on évoquait tout à l'heure. Mais ce sont des caisses qui sont destinées à être en extérieur de toute manière. Donc effectivement, à part pour certaines applications, on achète des bois séchés pour des produits un peu particuliers dans les œuvres d'art ou quelquefois dans les secteurs de l'automobile où on veut des bois secs. Mais on est vraiment sur des bois complètement naturels, quelquefois même frais de sciage qui sont utilisés pour être transformés directement et après être expédiés. Sachant que dans la palette, effectivement, tout n'est pas séché. Il y a des cahiers des charges ou des clients qui n'ont pas le besoin du recours au séchage systématique. Très bien. Dans notre cas, nous, l'avantage qu'il y a, notamment quand on parle de légumes, au contraire, on recherche l'humidité du produit pour faire en fait une sorte de cave d'affinage un peu mobile dans lequel justement l'emballage va pouvoir absorber de l'humidité quand il y en a trop et le rendre quand il n'y en a pas assez, justement pour aider à cette fameuse conservation du produit. Après, évidemment, sur une boîte à camembert, on est sur du bois qui est séché. L'avantage, on travaille des très fines épaisseurs, donc ça sèche très vite. Intéressant. On a une question. Le cours du bois a beaucoup augmenté depuis le début de l'année. Comment allez-vous faire? Alors, il n'a pas augmenté que depuis le début de l'année, si on doit pouvoir s'en rendre compte. Ça fait déjà bientôt plus d'un an. Comment allons-nous faire? Déjà, je crois que c'est un marché de fait. Et pour essayer d'y répondre rapidement, où il faut rassurer les gens, c'est que ce n'est pas un problème réellement de ressources et de pénurie de la ressource, puisque on a une forêt française qui prospère, qui grossit tous les ans. Donc, ce n'est pas un problème de ressources. On est plus sur des phénomènes, quelquefois, de transformation, où on manque de gens pour les transformer, et puis d'un besoin qui s'est fait ressortir depuis un an d'après le Covid, et aujourd'hui par des faits qui se passent effectivement dans l'Est de l'Europe, qui créent quelques tensions sur des marchés, parce que des gros besoins qui viennent se reporter sur nos marchés, et qui fait que les cours ont tendance à remonter. Donc on essaye effectivement de travailler quelquefois sur des solutions alternatives, sur de l'optimisation. Et puis malgré tout, je pense qu'il faut que tout le monde comprenne que les choses valent un peu plus cher et qu'on ne les a peut-être pas payées au bon prix pendant un certain temps. Il faut aujourd'hui accepter que le bois puisse augmenter. Il y a un changement aussi de Il faut l'accepter, que ça puisse aussi, augmenter, ouais. effectivement. Ouais. D'accord, intéressant. Une autre question avant de passer sur la toute fin, les perspectives. Avez-vous des difficultés à vous approvisionner dans chacune de vos filières quand on sait que du bois part en Chine pour faire du parquet? En fait, Christophe vient plus ou moins de répondre à la question en disant qu'il n'y a pas de pénurie de bois. La question est le travail en amont du bois pour l'amener et le fournir. Donc aujourd'hui, effectivement, on met le prix, donc d'où ces augmentations du cours des matières, parce que le bois, c'est une matière première, et il ne faut pas l'oublier, au même titre que beaucoup d'autres, qui sont beaucoup plus volatiles. Donc nous, effectivement, on a eu des années, des décennies de stabilité qui ont peut-être permis ou moins bien permis de valoriser cette matière première-là et tout le travail qu'elle nécessite. Tout à l'heure, François expliquait bien la durée de vie de la matière, le temps qu'il nous faut avant de pouvoir récolter un arbre. Et tout ça, effectivement, on est sur du moyen et du long terme dans notre filière. Donc aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de pénurie, la matière est là. Par contre, effectivement, il faut l'acheter au bon prix. Au bon prix. Alors, moi, je vais apporter un peu un bémol à cette situation, qui est la situation particulière des emballages légers en bois. Nous utilisons donc principalement du peuplier. Le peuplier, il en pousse, on en récolte un peu plus d'1 million de mètres cubes par an, qui était à usage traditionnel. Les marchés étaient installés comme ça, les surfaces plantées correspondaient. Or, le développement, notamment de tout ce qui est le contreplaqué à usage industriel, qui est beaucoup fait notamment des pays voisins comme l'Espagne, l'Italie, ces pays-là n'ont pas forcément toujours replanté, ou alors les changements climatiques font qu'il fait plus chaud. Le peuplier, on l'a vu, c'est un arbre qui aime le frais, donc qui aime bien avoir les pieds dans l'eau. Donc il y a eu moins de peupliers plantés en Espagne, en Italie ces dernières années.
vous aviez des grandes ressources. Par exemple, la Yougoslavie était un grand planteur de peupliers. Avec la disparition du gouvernement yougoslave en 1999, arrêt des peupleraies. Donc les Italiens qui allaient acheter du peuplier en Serbie, en Bosnie, sont venus en chercher dans la vallée du Rhône. Donc nous, on a vraiment aujourd'hui sur notre cœur de métier, le peuplier, un vrai conflit d'usage aujourd'hui où nous avons du mal à trouver de la ressource qui puisse être valorisable à un prix payable par le maraîcher, parce que le prix du maraîcher va correspondre au prix de la salade dans les supermarchés. Donc on n'a pas non plus des capacités énormes pour venir le faire. Et c'est pour ça, nous, aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est aussi de trouver d'autres essences. C'est de se dire aujourd'hui, par exemple, vous avez du frêne, qui n'est pas forcément très bien exploité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du frêne? Est-ce qu'on pourrait en faire des cagettes ou pas? Plutôt que de se battre tous à aller chercher la même chose à un prix délirant, nous, aujourd'hui, de se dire, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un peu un contre-pied qui parfois fait des très belles attaques au rugby? Ça nous permettrait un peu de casser la ligne adverse qui nous pilonne un peu. Donc pour nous, c'est quand même plus compliqué, oui. Plus compliqué. Une dernière question, parce que le temps passe, il nous reste juste 5 minutes. Donc j'aimerais vous poser une question sur les perspectives, les next steps. Vous avez chacun 1 minute pour répondre. Les next steps, ça me permet de répondre en complément à François. Effectivement, on sort d'une manifestation qui s'appelle les Assises du Bois, qui ont mis en avant toute notre filière grâce au support des ministères et des acteurs de la filière. Et on veut justement, on voit qu'on est un matériau d'avenir, un matériau donc qui doit enfin, nos emballages, c'est les emballages du futur, et on doit justement essayer de pouvoir mieux les travailler en évitant les conflits d'usage, comme vient de l'expliquer François. Et pour ce faire, il y a un vrai sujet qui est sorti des Assises du Bois et sur lequel nous avons initié les travaux, qui est effectivement le fait de travailler sur des essences dites secondaires, pour les usages, pour nos emballages en bois, sur des essences qui aujourd'hui ne sont peu ou pas utilisées et qui pourraient justement permettre de nouvelles voies de développement pour nos familles d'emballage. Très bien. François? Bien, en complément de se dire qu'aujourd'hui, on assiste entre effectivement les changements climatiques qui peuvent avoir des actions de sécheresse. C'est vrai que par exemple, un chêne commun a besoin aussi de beaucoup d'eau par jour. Une période de sécheresse peut l'affaiblir et il va mettre plusieurs années à dépérir avant qu'on ne le voie. Donc on risque aussi de rentrer dans... On a eu différents épisodes, parfois soit des épisodes sanitaires sur nos forêts, soit des problèmes effectivement de sécheresse, qui font qu'à ce moment donné, on doit devoir faire des coupes dites sanitaires, ou alors des coupes parce que les arbres sont en train de dépérir tant qu'ils ont encore de la valeur. Et ça va être à nous, non plus de dessiner la forêt qu'on aimerait avoir pour travailler, et plutôt de se dire, en fait, il faut qu'on prenne la forêt telle qu'elle est. Et donc, on va avoir de plus en plus d'épisodes, et on va se dire, en fait, si maintenant, effectivement, c'est le frêne qui est malade, par exemple, ou si c'est le chêne commun qui dépérit, nous, comment on se met en ordre de bataille pour arriver à prendre ces surplus-là. Très bien. Christophe, il nous reste 3 minutes et beaucoup de questions encore. Un mot sur les perspectives. Alors, moi, je vais répondre rapidement sur 2 aspects. Alors, nous, on est directement liés, effectivement, à la production industrielle française et à nos exportations. Donc, déjà, il faut qu'elle se maintienne et qu'elle se redynamise. Et le fait, effectivement, de reproduire, effectivement, d'avoir des programmes pour réindustrialiser la France nous intéresse fortement et on est très vigilants à ça. Et le deuxième enjeu, les next steps importants pour nous, c'est vraiment la formation, le recrutement, qui reste des points importants, je pense, dans tous nos métiers, où on a besoin d'être un peu plus mis sous les projecteurs, comme aujourd'hui. Nos métiers sont intéressants. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens qui travaillent avec nous, effectivement, se lever le matin en se disant j'emballe ce matin une fusée Ariane ou un élément demain, un équipement aéronautique, une cimenterie, du traitement de l'eau qui part en Afrique et qui est important, ou des lignes de fabrication alimentaire, que de plaisir. Travail très varié, rejoignez-nous et nous vous accompagnerons dans la formation. Très bien. Alors, il nous reste le temps de prendre une question sur le réchauffement climatique. On voit l'état sanitaire des bois se dégrader. Quel est votre avis ? Je pense, j'ai essayé d'un peu, moi pour ma part, un peu d'essayer d'y répondre. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites, notamment sous l'égide de France Bois Forêt, justement pour préparer la forêt de demain au changement climatique. Après, nous savons aussi que l'intelligence humaine a aussi des limites. Donc on croit beaucoup aussi à la régénération naturelle des forêts qui, elle-même, s'adapte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bois s'adapte sans cesse, on va essayer de l'accompagner. Et à nous, industriels, entre guillemets, de la filière, de s'adapter à ces nouvelles conditions-là. On sait que pour l'environnement, le climat, des forêts qui sont en bonne santé, ça représente du carbone en moins.
Des produits en bois, ça représente du carbone stocké, cette forme-là, et même du bois brûlé à la fin, c'est une énergie en remplacement d'énergie d'autres énergies. Quand on brûle du bois, ça relâche effectivement du carbone qui a été contenu dedans, mais en substitution de gaz, par exemple, qui lui n'a pas capté de carbone à l'origine. Donc voilà, on essaye de jouer notre rôle là-dedans, on est conscient à la fois de notre responsabilité et aussi des chances qu'on a d'être dans ce matériau-là. Pour toutes les opportunités qu'il nous donne. Une autre question sur la recyclabilité du bois qui viendrait en remplacement des plastiques à usage unique. Oui. Je m'adresse plutôt vers vous, du coup. Oui, oui, forcément. Par exemple, pour les touillettes en plastique, est-ce que le recyclage sera-t-il économiquement viable ? Alors, sans trahir de grands secrets industriels, aujourd'hui, les préconisations des éco-organismes sont que le bois à usage ménager aille, 1, dans la poubelle jaune, comme tout emballage, et 2, qu'il soit orienté vers la valorisation énergétique. Autrement dit, nous sommes en train de discuter avec le ministère de l'écologie. Ce n'est pas évidemment le bon moment pour discuter de long terme avec les ministères vu les changements en cours. Pour que le bois, aujourd'hui la préconisation, c'est que le bois soit en fait exempté d'avoir une filière de recyclage parce que sa valorisation énergétique est d'un point de vue environnemental, énergétique, en fait un très bel atout pour la France en général. D'accord. Une question sur les risques auxquels sont exposés votre personnel. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, la chaleur, la poussière, le bruit. Une réponse très rapide. C'est des facteurs qui sont pris en compte. Aujourd'hui, nous y travaillons tous d'arrache-pied pour effectivement amener un confort au travail et réduire la pénibilité au maximum. Alors ça passe par l'automatisation, la robotisation, ça passe aussi par les exosquelettes et puis des EPI qui sont aujourd'hui pratiqués chez tous, tant pour le bruit que pour tout ce qui peut protéger nos salariés au maximum. Et effectivement, je pense que toutes nos entreprises travaillent d'arrache-pied sur ce sujet-là pour prendre soin de leurs salariés. On est un peu obligé d'y passer, qu'on ait envie ou pas. Parce que de toute façon, ce sont aussi, pour avoir des gens qui veulent bien travailler chez nous, il faut qu'on règle ces questions. Tout à fait. Très bien, merci messieurs. Alors il y a eu beaucoup de questions, merci pour vos questions. Le pôle emballage bois y répondra plus tard. Merci pour votre expertise, votre éclairage. Je pense qu'on aurait pu vraiment discuter. Passer une heure de plus. Passer une heure de plus, exactement. Merci donc aux internautes. Je tiens à vous préciser que le webinaire sera disponible dans la journée sur le site de l'usine nouvelle, donc en replay. Merci beaucoup. N'hésitez pas également à noter ce webinaire. À très vite. Merci. Merci.